là, pardon, bonjour. C'est dommage qu'il n'y ait pas de représentants de la librairie Publico parce que je voulais les remercier pour cet accueil, pour leur accueil. Ça fait la deuxième fois que je viens ici. La première fois, c'était, il y a des personnes qui étaient là d'ailleurs, par exemple Bruno et Nifeli en l'occurrence. Donc la première fois, c'était pour parler de mon avant-dernier livre, Corps imaginaires. Et maintenant, c'est pour parler de Surtout ne pas nuire. Et je vous remercie à vous d'être là, malgré l'histoire des Covid. Enfin, c'est vraiment très compliqué en ce moment. On est tous et toutes masqués, donc c'est aussi quelque chose d'assez nouveau hein, dans les rencontres que je peux faire. D'ailleurs, à Marseille, pour tout vous dire, je n'ai jamais fait de rencontre littéraire masquée. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. On n'impose absolument pas le masque à partir du moment où on a une distance, en tout cas, pas pour la personne qui est en train de parler devant d'autres personnes. Je voudrais avant tout, avant de commencer, vous dire que finalement, ce qui est important, évidemment, c'est de toujours respecter, alors ça n'a rien à voir avec le Covid, je vous le précise quand même, mais de toujours respecter, non pas un être ou deux, mais le vide entre deux êtres. C'est-à-dire que j'ai appris par expérience et par lecture que plus on veut aller vers l'intimité, plus on veut être proche de certaines personnes, plus il faut justement respecter le vide entre deux êtres. Et c'est là justement qu'une relation peut exister, paradoxalement. Et donc aussi qu'à chaque fois qu'on écrit un mot, il faut ne jamais oublier, et ça c'est Paul Celan qui me l'a appris, il ne faut jamais oublier son ombre. Quand on écrit un mot, il ne faut jamais oublier son ombre. Paul Celan le dit de cette façon, moi je le dirais d'une autre façon, moi je dirais qu'il ne faut jamais oublier l'antimatière, son antimatière. C'est-à-dire qu'il faut respecter et le vide, et l'ombre, et l'antimatière, et des êtres, et des mots. Et à partir de là, si on accepte ça, et ben tout peut commencer, et je commence. Et tout est possible, à partir du moment où on respecte le vide, et on respecte l'ombre et l'antimatière. Car ce livre-là, figurez-vous, comporte beaucoup d'ombre, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses un peu qu'on peut prendre pour d'autres choses. Alors je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui l'ont lu. Il s'appelle Surtout ne pas nuire et au commencement était l'image, bien que je veuille qu'au commencement ce soit le verbe qui soit là. Mais en tout cas, dans ce livre-là, regardez la belle couverture et la belle illustration. Et je tiens à saluer Emmanuel Doro. Tu peux te lever pour qu'on puisse te filmer. Donc, je te remercie. Oups. Voilà, une Marseillaise, une Parisienne devenue Marseillaise et qui a fait qui était une très grande professionnelle puisque elle a fait des affiches pour des films vraiment qui sont des très grands films. Hein. En fait, non, je suis à mon compte en tant que graphiste en indépendant. Et je travaille donc avec des distributeurs de films, dont le principal distributeur c'est Memento Film, je ne sais pas si ça parle à des gens. Voilà, et en l'occurrence, j'avais travaillé sur. J'ai fait l'affiche de Son abattement par minute, Ida, un peu ces films, aussi des films d'Ashghar Farhadi, voilà. Mais donc j'ai déménagé il y a peu de temps, il y a à peu près 1 an sur Marseille. Donc je fais toujours des allers-retours avec Paris et ça tombait bien parce qu'en plus là, j'étais là. Donc, voilà. Et donc on s'est rencontrés dans un bar. On s'est rencontrés dans un bar et à Marseille. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, je lui ai parlé un peu de mon projet. Je dis que ce texte est une œuvre de fiction et que toute ressemblance avec les faits relatés ou les personnages ne serait que coïncidence. Voilà.
Et donc, ce qui est génial avec le travail d'Emmanuelle, c'est qu'elle a respecté. Alors, vous vous rendez compte, c'était des conversations dans un bar qui ont fait naître cette belle affiche. Et ce qui se passe, c'est qu'on a fait un travail commun, elle a très bien respecté en fait au départ, initialement, ma demande. Alors, il y a la passion, et la passion effectivement qui peut se voir par le rouge, qui est une couleur qui est... Bonsoir Lilian. Qui est une couleur rouge qui peut se voir par la couleur rouge, et le cœur évidemment. Il y a, oui, le dessin. Ouais. Il y a aussi, je voulais que, évidemment, un signe qui soit représentatif de la médecine. Donc là, vous allez reconnaître un caducée. Alors Emmanuelle s'est permise un petit truc voilà, qui m'a beaucoup plu à moi. C'est légèrement phallique. Et je lui ai dit, mais attends, carrément, mets-le en érection, quoi. Comme ça. Non, mais finalement, ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Après, c'est... Oui, après, c'est aussi, voilà, par rapport à... Et ce qu'il y a, c'est que donc c'est le caducée, mais c'est le caducée fracturé, comme une voiture comme un accident. Et puis alors, ce qui était génial, c'est que c'est toi en plus, et le cœur a été dessiné, c'est toi qui m'as donné cette idée-là. On a essayé avec un buste, mais ça n'a pas fonctionné, en fait, ça marchait pas au niveau du visuel. Mais alors, donc le caducée, effectivement, en fait, cette déroute médicale du professionnel de santé fait mal, fait mal au cœur. Et là, il y a le petit, alors là, ça a été un grand sujet de est-ce qu'on le laisse, quelle tête il va avoir, et c'est Emmanuelle qui a trouvé le fait que alors lui, c'est l'abominable mal absolu, ce bouffon. C'est un des protagonistes du livre. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fois, effectivement, c'est un bouffon, mais à la fois, il ressemble à un diable. Et c'est exactement ce qui se passe dans mon livre. Et donc, on avait toute l'histoire, finalement. On avait toute l'histoire. Il fallait simplement, après, lire le livre. Alors, le livre, effectivement, c'est un livre à la fois dont je suis la plus fière. Je suis très fière de ce livre. Et à la fois, c'est un livre dont je ne sais pas bien parler. Je pense que les personnes qui m'en ont parlé ont découvert des choses sur ce livre. Il y a par exemple un libraire marseillais que tu dois connaître, Querelle, et puis toi aussi, puisque tu étais là, voilà, quand ça s'est passé à Madame. Raphaël, de la librairie Noël. Tu connais? Oui. Il est sympa, j'aime beaucoup. Et tu m'as dit, pour comprendre ton livre, Brigitte, c'est très simple. Il faut le lire comme une tragédie grecque. Voilà. Ce qui se passe, c'est que tous les protagonistes dont je parle, eh bien, ce sont des personnes qui fondamentalement ne décident absolument pas de ce qui leur arrive. C'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a la narratrice, il y a une autre protagoniste, ça veut dire personnage principal, qui s'appelle ma généraliste en majuscule. On saura d'ailleurs son nom que très loin dans le livre. Et c'est une espèce de, disons, c'est une lettre, mais ça ne rentre pas dans la littérature épistolaire. Ça ne correspond à aucune norme de cette littérature-là. Et puis, troisièmement, il y a l'abominable mal absolu, ce bouffon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la narratrice, si elle avait été sage, elle n'aurait jamais écrit ce livre. L'abominable mal absolu, ce bouffon, lui, en fait, je dirais qu'il n'existe pas, quoi, cet homme. Voilà, quoi. Il vit, mais il n'existait pas. Mais en tout cas, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans sa tête. Je me pose vraiment des questions. En tout cas, ma généraliste, celle que je nomme ma généraliste, n'aurait jamais dû... Enfin, au moment donné où elle faisait et disait des choses, je pense qu'elle savait pertinemment qu'il ne fallait pas les faire et les dire.
du début à la fin. C'est-à-dire c'est un personnage qui... Ce n'est pas accidentel, son personnage. Elle est mue par le fatum tragique. Vous connaissez un peu le fatum tragique, un peu tout ça. Bon. Aujourd'hui, je suis sur la Blonde, c'est-à-dire je suis à Paris. Il y a quelques jours, j'étais sur la Brune, c'est-à-dire à Marseille. C'est-à-dire que pour moi, Paris c'est la Blonde et Marseille c'est la Brune. Allez savoir laquelle je préfère. Je pense que certains et certains d'entre vous ont déjà un peu intuitivement répondu. Mais j'ai écrit ce livre, pourquoi je dis ça quelle est la légitimité de mes paroles là, précédentes? C'est j'ai écrit ce livre en 3 mois, dont 2 mois, ça a été les mois du confinement. Et j'ai écrit ce livre confiné, donc très très rapidement, 174 pages. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je mets beaucoup d'années en général pour écrire. Le livre Miracle de Jean Genet, c'est un livre que j'ai écrit quand même en 10 ans. Et oui, j'ai mis 10 ans parce que j'ai lu 250 livres. Hein, et que ça a été très compliqué de l'écrire, Miracle de Jean Genet. Ça a été vraiment un vrai travail. Vraiment. Bon. Et puis, disons qu'il y a des livres, je mets en général énormément de temps pour l'écrire. Là, j'étais dans ce livre-là est très particulier. Je l'ai écrit pendant le Covid et je l'ai écrit avec du champagne, du foie gras, de l'enfermement, des contraintes, de la folie, de la passion. Et tout ça enfermé dans un grand appartement avec des tas de sacs poubelles qui allaient être vendus, dans un quartier très chic de Marseille. Et donc, c'était des conditions très particulières. Hein. C'était pas l'artiste dans ma chambre de bonne de 9 mètres carrés, mais c'était pas non plus quelque chose de satisfaisant pour écrire, quoi. Bon, c'était vraiment des conditions extrêmement particulières, à la fois de liberté, parce que j'étais un peu nourrie logée, mais à la fois extrêmement aliénée par le désir de l'autre. Et donc, tu peux pas écrire ce que tu dois écrire quand tu es dans ce genre de situation-là. Il y a une partie de toi-même qui est quand même étouffée, on m'a mis quand même la tête sous l'eau, quoi. Mais j'ai quand même écrit ce livre. Et ce qui s'est passé, c'est que ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est que comme tous mes autres livres, il est inclassable. Alors, pourquoi je dis comme tous mes autres livres? Là, c'est le 5e publié. Le premier, c'était un recueil de poésie qui a été publié à l'âge de 20 ans. Donc ça, c'est très simple, La Lune verte. Mais quand même, la Lune verte. Donc, qu'est-ce que c'est que cette lune verte qui est verte, pas assez mûre pour tomber du ciel? Donc, c'était quand même quelque chose un peu d'inouï. Ensuite, il y a eu La Prison ruinée. Et La Prison ruinée, très rapidement, ça a posé des problèmes vraiment de classification, mais je dirais très terre-à-terre. C'est-à-dire que quand on entrait dans une librairie, et qu'on demandait la prison ruinée, on allait directement en essai sociologique, alors que ce n'était pas du tout un essai sociologique. Pourquoi? Parce que ça parlait des thèmes d'incarcération, etc. Mais en fait, c'était une autofiction. Et moi, j'aime bien ce terme d'autofiction, mais pas du tout comme d'habitude on définit. Serge Dubosky, en 1977, on était encore au XXe siècle, a défini un peu, il a créé, ça a été lui qui a trouvé l'autofiction, et qui a dit que finalement l'autofiction c'était de la biographie, de l'autobiographie fictionnée, comment? Voilà, merci. Mais heureusement que j'ai Corel pour valider mes dires. Non, parce que je le fais avec mes élèves, donc c'est pour ça. Ah oui, ah bah c'est bien, ah oui, mais d'accord, mais je peux me planter parce que. Non, moi, pas du tout, c'est ça. Non, mais je veux dire, en tant qu'écrivaine, comment dirais-je, il y a une amie à moi qui m'a dit les mots des poètes, on ne les trouve pas dans le dictionnaire. Ça, c'est magnifique, quoi. C'est ça. Donc je peux complètement me fourvoyer, et je te remercie Corel, en me donnant des figures. En fait, que l'autobiographie, mais sans les règles, la fiction sans les règles, avec voilà. Et donc c'est un mélange. Mais par exemple, Christine Angot, pour moi, c'est pas du tout de l'autofiction, c'est absolument rien, quoi. Donc moi, je veux rendre quand même les honneurs du genre, hein, à l'autofiction.
Et je dis que Jean Genet, sans le savoir, comme pour moi c'est le premier queer qui a existé, mais il n'a jamais donné de définition. Et Jean Genet, pour moi, c'est le premier autofictionnaire. Et par exemple, comment on crée de l'autofiction, par exemple? C'est très très simple. Hein. Après, je parle de mon livre, mais là c'est un peu théorique. Écoutez, quand Jean Genet, dans le journal du voleur, il écrit « Je suis né le… » et il ne donne pas sa vraie date de naissance. Si je dis « Je suis né le 15 juin 1964 », si je dis je suis né le 17 juin 64, et bien ça y est. Mettez une goutte de mensonge dans un verre et c'est tout le verre qui est pollué. Donc on passe à l'autofiction uniquement avec des choses un peu erronées. Et donc après il y a eu Miracle de Jean Genet, mais Miracle de Jean Genet c'est aussi inclassable, puisque qu'est-ce que c'est que cette exégèse, cette soi-disant étude littéraire dont on a cassé les murs, dont on a cassé l'académisme, qui finalement, il y a un petit peu de ma vie aussi, il y a un petit peu de celle de Jean Genet, enfin bref, pas de celle de Jean Genet mais de son œuvre, parce que pour moi c'est une imposture de parler de la vie de quelqu'un pour comprendre son œuvre. Par exemple, moi, si on allait dans ma vie pour comprendre ma littérature, là, je ne serais pas du tout contente. Mais bon. Et puis après, effectivement, il y a le corps imaginaire, c'est pareil, on ne sait pas ce que c'est le portrait de détenu, mais bon. Bon, c'est pareil, c'est pas un essai sur la prison. Et puis, surtout ne pas nuire. Alors, surtout ne pas nuire, c'est pas de la littérature épistolaire, alors que ça commence comme une lettre et ça finit comme une lettre. Alors, je vais vous parler un peu du livre. Donc, il y a 3 protagonistes et vous savez très bien que la narratrice, par exemple, le narrateur ou la narratrice dans un livre, eh ben, c'est pas forcément l'auteur, ça tout le monde le sait. Mais alors, je vais encore plus loin parce que on me dit d'accord, Brigitte, la narratrice, c'est pas l'auteur. Ok, c'est très bien. Mais quand même, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Brigitte Bramy, quoi. Donc là, ça va pas. Donc arrête ton cinéma. La narratrice, c'est l'auteur et c'est Brigitte Bramy. Parce que tu rends compte que Brigitte Bramy écrit un livre qui commence par je, qui est la narratrice, et après, un des 2 personnages parle d'une Brigitte Bramy. Donc, attends, on t'a remarqué, ne te cache pas derrière ton petit doigt, voilà, on t'a reconnu, quoi. Et je dis que non, finalement. Pourquoi je dis que non? C'est pas du tout une provocation, mais que il n'y a aucune matrice, en fait, vous ne trouverez jamais nulle part, jamais nulle part, dans la littérature, et là tu vas me confirmer ou infirmer ça, il n'y a jamais nulle part dans la littérature écrit que parce qu'à un moment donné le nom en fait, que l'auteur est cité par son nom et prénom à l'intérieur du livre, et bien que ce soit l'auteur. Non, c'est le cas de Céline dans Voyage au bout de voilà, on est d'accord. Toute la polémique. Oui, tout à fait, merci Claire. Alors attention, parce que quand je parle de ça, je ne me suis pas amusée avec ça. Je ne suis pas assez forte, je ne suis pas sémiologue, je ne suis pas professeur de linguistique. Non, c'est l'écriture qui est venue comme ça me défier. Je ne me suis pas amusée en disant « Ah, on va dire que mais c'est pas moi, c'est l'autre, c'est encore une... » Pas du tout. C'est comme ça que je m'en suis sortie. Alors, comment parler de surtout ne pas nuire, finalement, si je devais en parler? Alors, en général, je lis des choses, mais là, je ne l'ai pas fait. Mais en général, je lis des... Alors, en général, et donc je mettrai le haut-parleur. En général, je dis aux personnes qui l'ont lu, parlez-moi de mon livre. Ou alors, je lis des critiques que j'ai reçues de lectrices. C'est souvent des lectrices, je dirais. Et en général, c'est ça. Parce que ne croyez pas qu'un auteur ou une autrice en sache beaucoup mieux que ses lecteurs et lectrices, pas du tout. Moi, ce livre-là, j'en suis fière, effectivement, parce que c'est le livre où je me suis vraiment donnée de moi-même, vraiment, et que c'est le seul livre qui parle de moi, effectivement. En revanche, de quoi il parle, c'est un peu compliqué. Ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est l'histoire. Donc, il y a la narratrice et il y a également 2 protagonistes, c'est-à-dire 2 personnages principaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a ma généraliste et l'abominable Malafia ce bouffon.
Et la narratrice écrit une lettre à ma généraliste. Et ma généraliste, de quoi parle ce livre, c'est, je dirais, d'une passion triste, au sens où Spinoza a parlé de la passion triste. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais... non mais c'est très simple quoi. En tout cas, non mais je vous assure, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, et c'est vraiment enfantin. C'est tout simplement comment savoir, si vous voulez, si quelqu'un vous fait du bien ou du mal. C'est très simple, c'est tout simplement, est-ce que cette personne augmente votre capacité de vie, quoi. Est-ce que votre inscription, ça c'est peut-être pas les mots de Spinoza, mais c'est ceux de il va, augmente votre inscription dans la réalité, dans le monde, etc. Votre puissance à être. Et donc, effectivement, si une personne l'augmente, c'est formidable, vous l'aimez. C'est normal, c'est sain, c'est logique. Si une personne la rabaisse, cette capacité de vie, de puissance de vie, d'être au monde, etc., vous ne devez pas l'aimer, parce que cette personne rabaisse, il n'y a pas de bien et le mal, mais c'est tout simplement comme ça. Et la passion triste, c'est quand effectivement votre énergie, votre amour de la vie, votre puissance d'exister, se rétrécit comme une peau de chagrin. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire d'une femme médecin. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pratiquement tous mes protagonistes ont à peu près 60 ans. Et ça, même, c'est subversif, moi, je trouve. Parce que, on parle toujours, des fois, 25, 30 ans, la passion amoureuse. Et non, moi tous mes protagonistes ont 60 ans. Voilà, il faut le savoir. Et je peux vous dire que, ça plaisante pas non plus, quoi. Ça peut aller dans des degrés très hauts et très bas aussi. Et ce qui se passe, c'est que c'est une femme médecin qui est une femme issue de... Donc cette lettre-là est adressée à une femme médecin, une lettre de 174 pages. Donc cette femme-là est issue, disons, de familles bourgeoises depuis plusieurs générations de province. Et de familles plutôt, disons, soit d'extrême droite, soit de droite traditionnelle, mais c'est une famille bourgeoise provinciale. Et donc, elle a 60 ans et elle a à Paris un très beau cabinet, place Saint-Sulpice. Et elle a tout, elle a 3 enfants, 3 grands garçons, elle est extrêmement belle. Moi, j'écris mes livres pour ne pas mourir, pour sauver ma peau. Donc, je les écris avec une espèce de, j'emploie cette expression de flingue posée sur la tempe, de flingue existentielle posée sur la tempe. Et en fait, on écrit, moi j'ai écrit dans des endroits complètement insolites, enfin c'est pas un loisir pour moi l'écriture. C'est pas du tout un loisir, hein. Vraiment. C'est vraiment toujours une question de vie ou de mort. Sinon, je n'écrirais pas. Voilà. Et le truc, c'est que j'étais en train de vous parler, donc cette passion triste que vit cette femme médecin, et qui a perdu son mari, qui est veuve, qui a 60 ans, qui est extrêmement belle, mais qui ne produit pas le même effet sur quand elle allait dans un endroit, à chaque fois, sa présence et sa beauté faisaient illuminer chaque endroit, qui est une femme extrêmement intelligente et qui est sexologue en plus. Voilà. Et le truc, c'est que elle rencontre un jour, un homme vient la consulter. Il a eu son adresse parce que son propre fils allait la voir, son propre fils qui est un peu un débile mental, il y a des fois où en fait, on ne sait pas si c'est de la folie ou de la bêtise. Tu sauras mieux me répondre, Inga, c'est-à-dire... non, mais il y a des cas, je ne plaisante pas, où la personne a des gros problèmes, disons, je sais pas, des gros problèmes, et on s'interroge si c'est lié à une débilité mentale ou à une maladie psychiatrique. Tu connais ce... Oui, voilà. Donc, et ils ont un quotient intellectuel extrêmement bas, mais qui n'est pas susceptible de provoquer des troubles de la personnalité aussi importants.
Et on se pose des questions. Est-ce que c'est un schizophrène, débile ou, voilà. Bon. Mais c'est vrai que la bêtise et la maladie psychiatrique grave, c'est vrai que ça ne fait pas un truc qui peut enchanter les vies en général, mais bon, parfois oui. Mais voilà, en tout cas, en tous les cas, là, en l'occurrence, non. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là s'allonge, il est très grand, il mesure 1,98 m, il est grand, fort, musclé, mince, tout. Et il joue au bad boy, à part que c'est un type qui est quand même fonctionnaire territorial depuis 20 ans, qu'il est ouvrier spécialisé et qu'il vit une vie de beauf finalement, mais qu'il joue au bad boy, mais qu'il n'a jamais pris de risque existentiel dans sa vie. Et ce type-là s'allonge pour un véritable motif de consultation. Et quand il s'allonge, finalement, eh ben, il lui dit « mon corps est à vous », il fait comme ça sa chemise, etc. Et elle craque. 1 an et demi plus tard, va apprendre cette relation-là. Et là c'est vraiment le retour du bâton. Là, c'est ce que j'écris, c'est que les personnes croient tout régler par une espèce de psychologie positiviste et volontariste. Et ce qu'on dit finalement, c'est que quand vous avez un gros problème, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de canaliser l'énergie pour faire d'autres choses. Mais il y a le fatum tragique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qui n'est pas de l'ordre de l'humain, qui n'est pas de l'ordre de la psychologie, qui n'est pas de l'ordre du volontarisme, etc. Quelque chose qui nous échappe, c'est-à-dire que c'est écrit. Finalement, le fatum tragique, c'est le mektoub méditerranéen, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle le c'est écrit. Hein. Dans toute la littérature, la tragédie grecque, on n'a que ça. Hein. La famille des Labdacides, c'est terrible hein, ce qui lui arrive. Alors ce livre-là, finalement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des scènes qui sont des scènes très très crues, hein, et qui sont des scènes que j'ai écrites sans aucun plaisir, évidemment. J'ai écrit ce livre-là, quand je disais tout à l'heure pour sauver ma peau, c'était pas rien quand j'ai dit ça. C'est-à-dire que la narratrice prend le train, fuit Paris, elle est à Paris, elle se croit poursuivie par la police, elle se croit en cavale. Toutes les sirènes, elle pense que c'est... Toutes les sirènes sifflaient pour elle. C'est un livre, j'en parle très mal parce que je ne sais pas parler de ce livre, mais j'en parle très mal aussi parce que c'est difficile d'en parler. C'est très difficile. Il y a à la fin des allers-retours dans les années 70 qui expliquent un peu... moi, mon éditeur m'a dit jusqu'à la page 120, c'est un peu incompréhensible ton livre. C'est-à-dire on ne sait pas pourquoi la narratrice a cette violence, cette hargne. Et à partir de la page 120, en fait, tout se dénoue. Voilà. Alors, je ne sais pas, pour les personnes qui l'ont déjà lu, vous êtes beaucoup. Alors, toi, Inga, toi aussi, Bruno. Corel, tu l'as lu finalement ou pas? Non, ah oui, parce que tu es partie avant de... Et Félix? Je suis en train de le lire. Ah, quelle page tu es arrivée? Je suis à la page 90. Ah, quand même. Qui l'a lu encore? Moi. Là. Ah, c'est Laure. Laurélie, ouais. Ah, bonjour Laurélie. Très fière c'est très honorée que tu sois là. Claire? Bonjour, je t'ai pas vu arriver, ma cataracte de plus en plus. Vous allez bien? Tu l'as lu aussi, Claire. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Parce que là, je ne peux pas en dire plus. Parce que pour la première fois, ce livre, je ne maîtrise pas ce livre. Je pense vraiment, très sincèrement, c'est pas de la coquetterie de dire ça, que vraiment mes lectrices et mes lecteurs l'ont lu beaucoup mieux que je l'ai écrit. Laure? Moi, je pense que c'est un... Excusez-moi, j'envoie le masque, je fais comme ça parce que franchement, je peux pas. Non, mais vas-y. Je pense que c'est, en fait, je connais Brigitte par d'autres biais, en fait, que de la littérature, hein, voilà. Et quand elle m'a envoyé ce livre, avec une dédicace, en plus, j'ai de la chance, hein, oui. c'est d'une puissance, en fait, particulière. Je dirais, pas sexologue, mais disons que je suis dans le milieu du libertinage et qu'effectivement c'est relié entre mon art,
mes tatouages, ma façon d'être modèle tatoué, etc. Et c'est vrai que c'était curieux parce qu'elle a parlé à la fois d'un monde contemporain, le sexe, etc., actuel, la façon dont on voit le sexe, mais en même temps, toute une sorte de psychanalyse personnelle liée à sa vie, avec énormément de violence, parce que sa vie a été quand même très violente. Je me suis retrouvée aussi là-dedans, à la fois, si vous voulez, dans sa vie, dans ses personnages, et donc je lui ai dit, écoute, qu'importe si on te dit que c'est un livre particulier, etc. Je lui ai dit, justement, c'est ça, un bon livre. Donc, hein, tu te souviens, Brigitte? Oui, c'était beaucoup de choses. Voilà, et en fait, ça a été spontané. Je veux dire, c'est pas... moi aussi, j'ai fait beaucoup d'études, hein, je vous dis, j'ai fait énormément d'études, etc. Mais en fait, je pense que je me suis retrouvée aussi dans le fait que je peins. J'ai monté un courant qui s'appelle l'art organique, et je peins d'une façon comme toi, tu écris. C'est-à-dire que si je peins, moi, c'est pas pour faire bien. C'est vrai que j'ai été exposée, vendue dans le monde entier, etc. Mais avant tout, je peins pour une question de vie et de mort. Quand elle a dit ça tout à l'heure, en fait, c'est pas une question pour peindre pour faire bien. Hein, pour être dans des milieux, je sais pas, moi, les galeries, les bobos, les machins. Non, en fait, je pense que j'ai peint de la même façon que tu as écrit le livre. Oui, je pense, parce que de toute façon, dès la première fois où on a écrit le mot organique m'a vraiment parlé. Et je trouve ça extraordinaire. Enfin, il y avait des liens, et je pense que pas mal de femmes et d'hommes, je pense, se retrouver dans ce type de... Vous allez trouver de toute façon chacun des choses. Je ne sais pas si vous avez retrouvé des choses, les femmes qui l'ont lu dans la sexualité de Brigitte. Mais même si on a des sexualités différentes, les hommes aussi, et ça me fait rigoler parce qu'en fait, c'est... Voilà. Alors moi, c'est vrai que j'en ai touché de cette même façon, quoi, entre l'art, le sexe, dans des situations aussi extrêmes où j'ai eu dans ma vie privée, pas à la prison, mais bon, c'était pas loin. Et donc effectivement, je te remercie en fait, Brigitte. Merci parce à toi, que franchement, je sais pas, moi j'ai tellement de relations avec des mondes différents, des écrivains, des livres tout le temps, mais là, j'ai trouvé que c'était vraiment exceptionnel. J'espère, je te souhaite plein de réussite avec la suite, quoi, qu'on reconnaisse en fait ce livre. Je t'en prie, mais vraiment, voilà, c'était spontané parce que... Voilà, merci Brigitte. Merci à toi alors, vraiment. Je t'en prie. C'est cool. Est-ce que depuis qu'il est édité, tu te sens toi différente? Ah, merci, c'est une bonne question. Donc d'abord, je vais vous dire un truc pour tout vous dire, c'est que moi, ma très grande peur, et en même temps ma très grande joie, ma très grande jouissance, je dirais même, j'irai jusque-là, ma très grande peur, c'est que les personnes qui m'ont lu, qui ont lu ce livre, ce ne sont pas n'importe qui, excusez-moi, hein, c'est pas de l'élitisme, mais c'est des personnes, c'est des artistes, c'est des psychanalystes, c'est des personnes qui sont dans la pensée, qui sont dans la... Et donc j'avais très peur de ça, très honnêtement. Hein. J'étais effrayée de comment, au niveau de la réception, ça allait se passer. Parce que j'avais aucun recul, aucune distance par rapport à ça. Et je te remercie de me poser cette question. Claire, effectivement, je peux te dire que je suis sauvée. En tout cas, par rapport à ce qui aurait pu vraiment me détruire et me tuer, là, vraiment, j'ai réussi mon coup. Bah oui, il y a plein de vie dans ce livre. Hein. Moi, je trouve que c'est... T'as vu ça? Il n'est pas dans le pathos. Bizarre. Ah, merci, oulala, parce que justement... Alors là, c'est vraiment... Ça m'aurait... Il n'est pas dans le pathos. Non, il y a de la vie. Oui. Ah oui, non, mais le pathos, j'ai horreur de ça, parce qu'effectivement, je trouve que c'est mortifère, quoi. Dans la plainte, etc. Non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un livre, tu vois, de psy ou de sexologue, tu vois ce que je veux dire, ou de psychanalyste, ou de... C'est autre chose, c'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, parce que sinon, ça serait effectivement un ouvrage spécifique avec un thème, tu vois, lié, je sais pas, au harcèlement, à la manipulation, etc. Tu parles de ça aussi. Oui, mais alors, moi, en fait, le truc, c'est... Oui, tout à fait, mais d'abord, ce qui m'intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les lois, c'est pas les codes civils, le code pénal, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'énergie, finalement. Oui. L'énergie que l'on met dans les choses. Et évidemment, moi, je compte toujours sur le miracle de la poésie, moi, c'est ça qui me fait vivre, etc. Je me suis dit, il y a quelques jours, que finalement, ce livre-là, j'avais pu l'écrire parce que il y a eu un avant et un après, c'est-à-dire que pour que ce livre ait pu exister et pour que je sois toujours vivante,
Ça veut dire, je suis, ça y est, je me suis toujours entendue comme poète, je me suis toujours dit que la poésie c'était la chose qui montait le plus au monde, vraiment. Mais là, je me suis dit, je suis rentrée en poésie comme on rentre en religion, voilà, vraiment. À partir de ce livre-là, je n'ai pas eu le choix. Là, maintenant, c'est fait, quoi. J'ai lâché prise, j'ai passé le cap. Et vraiment, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que je vis, la façon dont je m'exprime, tout vraiment, je dirais, obéit à la poésie, quoi. Hein, ma façon de voir. Et effectivement, Claire, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après. C'est vrai que là, j'ai vraiment lâché prise. Et c'était casse-gueule parce qu'on me dit des fois pourquoi certains paragraphes sont très très courts quand je reviens sur mon enfance. Parce que c'était pas évident. En parlant de ce livre, je me dis que ce livre, et c'est pour ça que je suis tellement contente quand, même par exemple, les psychanalystes, les médecins et tout, alors j'avais très très peur, surtout les très jolies femmes médecins, mais alors j'en pouvais plus, là, j'angoissais, moi, avant qu'elles me disent leur avis. Mais en fait, il a été très bon, parce qu'il y a souvent aussi de la projection de part et d'autre, mais ça a été très positif. Que chaque mot, c'était, comment dirais-je, c'était comme une pierre qu'il fallait polir ou pas, un caillou qu'il fallait polir, ou alors laisser ses tranchants, laisser le silex, être silex, mais pas trop, voilà. Et puis, comme une pierre qui serait restée aussi un petit scandale, puisque l'étymologie du mot scandale, c'est pierre, petit caillou, voilà. Donc voilà, il fallait écrire ce livre, pas pour se rassurer, mais l'écrire vraiment en respectant la poésie, l'abjection qui devient sublime, des tas de choses comme ça, infinitésimales, et voilà. En tout cas, je te remercie. Tu veux dire quelque chose, Inga, parce que vraiment, Oui, vas-y. Attends. Ah, non, vas-y. Non, mais je voudrais dire que j'ai eu les mêmes questions. Ah, vas-y, oui. Mais j'étais extrêmement heureuse pour toi que je lis, parce que je te connais depuis des années, je connais ton parcours, je connais ton écriture. Et j'étais très contente de lire que finalement tu relèves tout ça, toutes tes émotions, tes pensées, dans la manière comment tu t'exprimes. C'était très bien fait. Ben, je te remercie, j'ai la chair de poule. Et en fait, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est un réquisitoire moral, mais aussi un chant d'amour. Et je ne sais pas si l'articulation... Ah, bah de Jean Genet, oui, bien sûr, 1950. Ah oui, alors, je vais vous dire, dans ce livre-là... c'est la question que je Non, mais c'est très important, merci, oh là là. Dans ce livre-là, les personnes qui l'ont lu, il y a beaucoup de citations de Jean Genet. Ben oui, il y a beaucoup de citations de Jean Genet. Alors, moi, j'avais une question, je ne l'ai pas lu, hein. Par ailleurs, j'ai vu ton travail sur Jean Genet. Tu l'as présenté tout à l'heure comme un auteur queer, et je t'en remercie. Parce qu'il est le premier auteur français avant-gardiste et proto-queer. Parce qu'il faut savoir que le queer maintenant c'est devenu quelque chose de tellement galvaudé, de même récupéré de façon néolibérale. Bien sûr. Que ça n'a plus le sens subversif que ça avait dans les années 80. Et que juste c'est pratiquement la date de la mort de Jean Genet et qu'il a ouvert le chemin en tout cas du queer français. Oui. La question que je voulais te poser, c'est jusqu'où, alors la vie de Jean Genet t'a accompagné, jusqu'où l'écriture génétienne t'a accompagné dans ce que tu nous proposes de lire aujourd'hui. Oui, ben, c'est une très très belle question, je te remercie, vraiment, oui. Alors, effectivement, ma découverte de Jean Genet lors d'un séminaire en Master 2 en art du spectacle, mention théâtre à la Sorbonne Nouvelle, m'a fait découvrir Jean Genet. Alors qui c'est qui m'a fait découvrir Jean Genet? C'est Marie Redonné, dont j'ai travaillé plus tard pour l'exposition sur Jean Genet et le monde arabe dans les années 2000. Et ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un me dit bonjour, mais j'arrive pas à voir qui c'est à cause de ma cataracte. C'est qui? Clara. Oh merveilleux, viens t'asseoir. Non, parce que c'est une personne qui a des problèmes de mobilité. Non, elle est fragile de santé. Non, viens, franchement là. Allez. Jolie canne. Et alors, viens, mais non, sinon je... Oh merveilleux, oh merci, quel bonheur. Parce que vraiment, c'est une personne qui a beaucoup de... Bonjour tout le monde. Bonjour. Prends ton temps.
Donc, il m'a posé une très très belle question sur mon aspiration, qu'est-ce qui a provoqué, qu'est-ce qui m'a apporté, comment Jean Genet a travaillé mon corps, mon âme, tout ça. Effectivement, alors je rencontre l'œuvre de Jean Genet à cette période-là. Et là, ma vie est complètement en ébullition. Pour moi, c'est le plus grand poète du XXe siècle. Incontestablement, il ne faut même pas essayer de me dire que ces affirmations-là pourraient être travaillées et peut-être erronées, qu'il y en a d'autres, etc. Non. Et ma vision du monde, enfin, moi je ne sais pas, même encore aujourd'hui, je ne vois pas, et je ne vois rien de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, aucune question à laquelle Jean Genet n'aurait pas répondu, il n'aurait pas répondu avec justesse. Il n'y a rien qui se passe, moi-même, même dans les choses qui m'arrivent, mais de façon basique, personnelle, triviale, etc., mais toujours Jean Genet m'apporte une réponse. C'est systématique. Il n'y a pas une chose que je vis, ou un événement politico, je ne sais pas quoi, auquel Jean Genet n'a pas répondu avec superbe. C'est carrément clair. Alors effectivement, l'humus de l'écriture de Jean Genet est si riche qu'elle a donné à des courants et à des personnes et à des thèses complètement différentes qui vont malheureusement de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par le féminisme, les gays, voilà. Tout a été... voilà. On l'accuse de tout, mais c'est faux. Bon, en fait, Jean Genet est tout simplement un très grand poète. Voilà, tout simplement. Et quand j'ai écrit Miracle de Jean Genet, à la base, c'était issu de ma thèse de doctorat en littérature et civilisation française, et c'était le pouvoir dans l'œuvre fictionnelle de Jean Genet. Et je me suis rendu compte en y travaillant que c'était pas le pouvoir qui était intéressant, mais c'était la poésie. C'est-à-dire que la poésie, alors quand je dis de Jean Genet, en général, les plus grands poètes voyous. Moi, je m'inscris dans la longue tradition des poètes voyous, des poètes voyants, allant de François Villon à moi. Non, mais Jean Genet, Verlaine, Apollinaire, Rimbaud, Albertine Sarrazin, voilà. Et Hafed aussi, qui a fait, tu connais, oui, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand, à un moment donné, la poésie, c'est quoi pour moi la définition? C'est inventer une langue. Quand on invente une langue, hein, parce que Genet, il fait partie des écrivains qui se battent contre la langue. Genet, c'est pas, à l'instar de Balzac, le secrétaire de la société de son temps. Vous avez deux façons d'écrire. Vous avez écrire très très bien. On peut pas dire que Balzac n'écrivait pas bien. Non. Il y a deux façons. Il y a écrire, effectivement, être le secrétaire de la société de son temps, être réaliste. Ou alors, se battre contre la langue. Et là, ce sont les écrivains que j'affectionne, dans lequel se place, par excellence, Jean Genet. Alors, effectivement, vous trouverez, par exemple, dans ce livre, parce que ce livre-là, quand même, interroge, mon livre interroge, mais pas de façon, disons, académique du tout, mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui est aliénée par l'image masculine? Mais c'est de la folie, quand même. C'est quelque chose, ça. En fait, voilà. Non, mais je cite Jean Genet. C'est faux qu'on puisse utiliser, et c'est pas toi que je conteste, hein, c'est la question qu'on te pose, c'est-à-dire à savoir comment elle peut être aliénée. Et j'avais vu cette femme qui t'avait questionné d'ailleurs, comment tu pouvais être aliénée à la masculinité de Jean Genet. Or, Jean Genet, c'est... Non, je ne parle pas de Jean Genet là. Non, je parle de toi à l'aliénation de la... Non, tu disais qui est cette femme qui peut être aliénée à la masculinité, c'est ça? L'abominable Marie-Louise Bouffon. D'accord. Oh, je n'ai pas compris ça. Non, l'aliénation à Jean Genet, il n'y a aucun souci. D'accord. Non. C'est, en fait, j'ai cité j'ai cité des passages, et j'ai cité de passages de Jean Genet. En fait, cette femme, le problème, c'est que si elle avait vu le miracle de Jean Genet, elle ne se serait pas tombée sous le charme
Non, mais je... Alors, on a sauvé. Non, mais c'est pas sauvé, parce que bon, elle est sauvée, là, elle est pas malade, mais rien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis sûre, j'ai écouté, si elle avait lu, il y en a qui ont lu Les règles de Jean Genet. Ouais. Tu l'as lu aussi, le Ah, tu l'as aimé Ah, merci. Ouais. Eh ben, non, mais le mien. Ah non, celui-là, voilà. le travail que tu avais fait publié en Mais j'ai fait un travail oui, qui, justement, veut casser avec le virilisme, le truc comme ça. Et en fait, elle se fait avoir, cette femme. Alors là, c'est terrible, c'est terrible. En plus, ce livre-là, c'est traversé par des questions, effectivement, je ne dis pas de genre, parce que c'est très compliqué, parce que bon, mais en tout cas, des questions de classe. Ça, c'est clair. Voilà. On peut me poser une autre question ça Vas-y. Tu l'as lu en entier? Non. Ah oui, 80 pages. Vas-y, Néfi. Justement, ça a fait quoi quelque chose, une chose à laquelle je pensais il y a quelques mois, et je me suis dit c'est frappant. Quand tu as dit que justement tu t'adressais à que tu savais que ton livre allait être lu par des personnes qui réfléchissaient. Non, je ne savais pas, mais finalement, c'est ce qui s'est fait entre guillemets naturellement, quoi. Alors, il y a quelque chose que je me disais justement sur la forme. Ah. Le fait que ce soit le modèle d'une lettre, et non seulement que ce soit le modèle d'une lettre, mais que ce soit une lettre adressée à une médecin. Parce que qui écrit des lettres, et surtout qui écrit des lettres à un médecin, un autre médecin. Ah, ça c'est pas bête. Eh oui. Donc, moi je pense que j'ai écrit cette lettre. Je pense que jamais j'aurais cru que ça allait faire 174 pages, hein. C'est clair. Mais effectivement, ce qui est très intéressant, Néphélie, quand la problématique que tu soulèves, c'est la problématique hiérarchique. Et il y a effectivement beaucoup de cette problématique dans mon livre. Puisqu'il y a la narratrice qui est dans une position... les médecins sont toujours un peu dans le savoir et le pouvoir. En plus, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les médecins, mine de rien, on peut être dans une espèce de dignité, on peut essayer d'avoir des rapports égalitaires avec son médecin. Mais attention, le médecin, il va soit pour moins souffrir, soit pour un peu plus vivre, plus longtemps. C'est pas rien, ça. Hein, vous vous rendez compte le pouvoir de ces professions. Alors de l'autre côté, je dis que c'est très difficile d'être médecin parce que je dis, le médecin, il a affaire au corps et à la mort. Voilà. Alors vous imaginez, deux personnes se rencontrent, il y a une personne qui dit, s'il vous plaît, aidez-moi à vivre plus longtemps ou à moins souffrir, et l'autre qui dit, oh là là, ce que je vais traiter, ma matière, mon matériau, c'est la mort et le corps. Alors vous vous rendez compte? Alors c'est pour ça que justement, il y a des usages, il y a le stéthoscope comme ça, parfois la blouse, les rendez-vous. Ça, c'est des machines sociales à lessiver les choses, quoi, à pouvoir que ça se passe quand même, quoi. Mais oui, effectivement, il y a aussi le patient qui est ouvrier, pardon, qui est de souche paysanne. Et donc, il y a pas mal de hiérarchie, de rapports de force, etc. Et je suis très contente parce que la place, Jean Genet disait, l'endroit où il est question du moins de... En fait, le pouvoir, pour que le pouvoir puisse exister, il a besoin de théâtralité. Voilà. Il n'y a pas de pouvoir sans théâtralité. En revanche, le lieu où il y a le moins de pouvoir possible, c'est le théâtre. Où il n'est pas... À part, effectivement, on va me dire, oui, les auteurs qui sont les espèces de Larbin, du roi, bon. Mais les vrais auteurs de théâtre, normalement, ceux qui écrivent vraiment, comme le théâtre, comme les Artaud, comme les Genet, enfin, ceux que j'affectionne particulièrement, il n'y a pas de place pour le pouvoir. Et donc, la poésie, je pense que c'est un endroit où le pouvoir n'existe pas. Où la hiérarchie, c'est pas possible qu'elle soit là.
Sinon, on est dans l'espace social. Or, la poésie qui compose avec ce que lui dicterait l'espace social n'est plus de la poésie. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. D'accord, merci. Mais c'est vrai que effectivement c'est important. Comment on s'arroge le droit d'écrire? Il y a un écrivain dont j'aime pas du tout l'écriture, un écrivain contemporain, mais qui a dit cette belle chose. Il a dit à un moment donné, la personne qui écrit, l'écrivain, c'est comme ça. Il ne peut écrire que s'il a l'impression, alors évidemment erronée, qu'il a tout compris du monde. Donc effectivement, il y a une posture quand la narratrice écrit à sa généraliste, elle se met en position, disons, égalitaire. Tu as raison. À ta question ou pas? Tu aurais pu en dire un peu plus sur la ville de Marseille. Ah, mais tu as vu comment j'en parle, hein? Mais là, tout de suite. Non, là, tu il faut que je en parles me dise. bien. Justement, là, tu en parles moins que ce que tu as pu. Eh bien, écoute, pour te répondre, voilà. Ben, je vais te répondre en lisant. Frigorifié, j'avais dû tourner inlassable autour de moi-même et devenir mon propre soleil afin de me réchauffer et que la lumière puisse rendre visible le monde. Puis j'avais gagné Marseille ainsi que mon pari, celui d'aller mieux. Oula, désolée. Et c'est ainsi que dès mon arrivée dans la cité phocéenne, je sentis me monter le lait de la tendresse humaine, si chère à Louis Jouvet. Ici et pendant plusieurs semaines, j'avais fait le plein de petits bonheurs et j'avais appuyé sur le champignon de l'existence, tandis que vous courriez au commissariat déposer plainte sur plainte afin que je tombe, autrement dit que l'on m'incarcère. Je trouvais refuge dans cette ville où souffrir n'est pas souffrir, et je parviens à y vivre merveilleusement bien. Je rajeunissais à vue d'œil. J'habitais enfin pleinement le présent dans cette ville organique, inondée de soleil, et j'entrais en résistance installée dans le c'est comme ça du monde méditerranéen qui me prit dans ses bras. Ici, même les poubelles remplies de détritus qui montent jusqu'au ciel comme des arbres possèdent leur charme. Et le Mistral vous soulève et vous donne sa force, celle d'une merveilleuse inadhérence au sol. Ici, les bons voyous, puissants et souples à la Jean-Genet, font rentrer leurs doigts jusqu'au fond de leur gorge, afin qu'il en sorte un étonnant, harmonieux et long sifflement, vous signalant l'arrivée imminente de la police. J'ai fait de belles rencontres et des provisions entières de plaisirs inouïs, grâce auxquels je pourrais tenir. Et surtout, j'ai commencé et terminé cette lettre qui vous est destinée. Jamais, jamais je ne l'aurais cru, au-dedans de ce monde, il y avait le bonheur. À Marseille. Marseille, la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Après, je dis qu'en fait, je vous lis juste le... Tu aimes bien que tu veux que je... Bah, je trouve que ça... C'est un extrait que tu avais lu... Oui, c'est vrai que j'ai l'habitude de... Et qui est assez descriptif en fait de ce que tu as expliqué avant. Oui. Vous n'aviez pas choisi un homme brillant. Vous n'aviez pas choisi un délinquant talentueux repéré par un grand réalisateur. Vous n'aviez pas choisi un poète incompris et fauché. Vous n'aviez pas choisi un politicien charismatique, menacé de se faire tuer par ses rivaux. Vous n'aviez pas choisi un grand caractériel génial, surdoué et antisocial. Vous n'avez pas choisi un toxico attachant à la belle gueule. Vous n'aviez pas choisi un chef cuisinier dont l'établissement vient d'être étoilé et qui se lève très tôt pour acheter des légumes frais et tester des recettes originales et subversives mélangeant des saveurs prétendues inconciliables. Vous n'aviez pas choisi un chirurgien opérant 15 heures durant chacun de ses patients. Vous n'aviez pas choisi un artiste fou en rupture avec les valeurs de la société.
Vous n'aviez pas choisi un intellectuel taciturne, incapable de s'empêcher de lire toute la journée. Vous n'aviez pas choisi un inventeur ou un savant obsédé par ses inventions. Vous n'aviez pas choisi un professeur et doyen des universités de votre région. Vous n'aviez pas choisi un détective privé réalisant des enquêtes afin de libérer les détenus injustement incarcérés. Vous n'aviez pas choisi un beau gosse sur la voie du mannequinat. Vous n'aviez pas choisi un gentleman cambrioleur, vous faisant livrer des tonnes de bouquets de fleurs à votre domicile. Vous n'aviez pas choisi un psychanalyste de renom aux théories obscures et controversées. Vous n'aviez pas choisi un repris de justice recherché activement par la police française et s'étant réfugié chez vous comme un résistant de la dernière guerre. Vous n'aviez pas choisi un homme déraciné, pleurant sa terre, ni un exilé politique. Vous n'aviez pas choisi un sans-papier maghrébin investi dans l'associatif, grattant de la guitare dans le métro et prenant des trains de nuit afin d'y dormir. Vous n'aviez pas choisi un ouvrier soutien de famille qui fait les 3 et 8 dans une usine depuis l'âge de ses 16 ans. Vous n'aviez pas choisi un balayeur des rues originaire d'Afrique subsaharienne qui est un grand sage et un marabout dans son village. Vous n'aviez pas choisi un pilote de course s'étant blessé et boitant désormais comme Jackie Maglia, un des amants de Jean Genet. Vous n'aviez pas choisi un funambule qui œuvre sans filet. Vous n'aviez pas choisi un DJ à jamais insomniaque qui enflamme les nuits parisiennes depuis 40 ans. Vous n'aviez pas choisi un clown courant les hôpitaux faire rire les enfants malades. Vous n'aviez pas choisi un pompier dont la vue se résume à vaincre ou péril. Vous n'aviez pas choisi un ténor des barreaux faisant pleurer d'émotion tous les procureurs de l'univers. Vous n'aviez pas choisi un comédien issu du Conservatoire national et secrétaire de la Comédie Française. Vous n'aviez pas choisi un rocker faisant scintiller les objets les plus quotidiens et détruire toutes les certitudes. Vous n'aviez pas choisi un punk se jouant des limites de la morale, du monde et de sa propre existence. Vous n'aviez pas choisi un chargé de mission et de développement dans une association culturelle nationale née de l'après-guerre. Vous n'aviez pas choisi un vétérinaire officiant à la campagne qui intervient à l'agnelage pour sauver des agneaux. Vous n'aviez pas choisi un reporter allant au péril de sa vie témoigner des épidémies et des guerres qui ravagent les pays les plus pauvres. Vous n'aviez pas choisi un astronaute en mal de découverte d'autres planètes que la Terre. Vous n'avez pas choisi la bête, le conquérant, ce beau voyou puissant et souple qui n'a pas peur de la jouissance féminine. Vous aviez choisi le vide carré qui sortait du regard de l'abominable Maloxeus Lupi. Vous aviez choisi sa peau grisâtre, un peau crasseuse et blafarde, de boss poussiéreux, moisi et dénué de joie. Vous aviez choisi une figure de la médiocrité en la personne de cet homme qui ne servait à rien, puisqu'il n'existait pas. Vous ne l'aviez pas choisi. Vous aviez juste saisi une occasion et vous auriez renoncé à l'exigence habituelle qui vous caractérisait, afin qu'il accepte de devenir votre compagnon de longue route. Vous auriez fait fi de son manque d'intelligence et de son manque d'enthousiasme, de son absence de générosité et de sa non-fiabilité, de sa profonde inculture, de ses manières grossières, de ses sautes d'humeur qui le rendaient plutôt agressif, de son machisme, de ses réactions primaires, de son positionnement politique réactionnaire, de son âge affectif qui était celui d'un enfant de 18 mois. Non, vous ne l'aviez pas choisi. Vous y aviez juste saisi une occasion. Et depuis, vous ne vouliez pas qu'il s'en aille ou qu'il vous refuse un rendez-vous. Vous aviez ce dimanche-là tout accepté, comme à l'accoutumée, pour ne pas le perdre, lui, l'abominable mal absolu. Merci. Vous voulez peut-être qu'on prenne un verre, qu'on continue? Moi, je veux acheter un livre. Ah, merci beaucoup. Sinon, vous n'avez pas d'autres questions? Ah, vas-y, pardon, il fait une question, il pose une question. J'ai vu ce livre un peu comme un cri que tu... Oui, j'ai peut-être répondu à la question. Je me suis demandé parfois à qui tu destinais ce cri. Est-ce que c'est à la destinataire de la lettre? Est-ce que c'est à toi-même? Est-ce que c'est au lecteur? Ou à tout le monde? Ça, c'est oui, là, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais effectivement, c'est pas qu'à la destinataire, ça c'est sûr.
C'est pas un abominable mal absolu. Ah non, alors là... Alors, je pense que c'est à tout le monde sauf à lui. Hein. Parce que... Non. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il peut entendre ça? Il est repu, hein. Il est repu, lui. Hein. Non, mais c'est vrai, il est... Non? Tu peux garder cette question. Voilà, c'est une bonne question. C'est pour chaque des réponses. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Excuse-moi. Mais on va être Merci. Si vous avez voulu, si vous pouvez en parler autour de vous, n'hésitez pas.